Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie d'aujourd'hui, pays bien méconnu et qui mérite à être connu. Et pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Le Rêve Russe, c'est une newsletter que j'établis. Que j'écris tous les mardis, une newsletter qui parle en fait de la Russie aujourd'hui, qui vous décrit les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Souzdal. Souzdal, c'est une petite ville à peu près à 200 km au nord-est de Moscou. Donc vous partez plein est vers Vladimir. Et puis vous montez 20 km, 25 km au nord de Vladimir et il y a une ville qui s'appelle Souzdal. Donc Souzdal, c'est une petite ville, c'est une ville de un peu moins de 10 000 habitants. Vous voyez autour de moi les maisons, l'architecture. Donc c'est une ville historique, c'est un musée à ciel ouvert. C'est une ville très touristique, c'est une ville dans laquelle il y a énormément d'églises. C'est une ville dans laquelle il y a énormément je crois qu'il y a deux monuments qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville dans laquelle il y a un Kremlin absolument extraordinaire. Et c'est une ville en fait dans laquelle l'héritage, l'architecture en fait, le patrimoine architectural a été totalement préservé. Et donc c'est une ville dans laquelle il est interdit de faire des constructions, regardez derrière, de plus de 4 étages. Donc il y a énormément de maisons, il n'y a pas de hauts bâtiments, c'est beaucoup des cours intérieurs comme ça, magnifiques. Derrière moi, vous avez des maisons bleues, magnifiques aussi. Donc c'est une ville dans laquelle, voilà, avec concours de danse sur l'écran. C'est une ville dans laquelle il y a vraiment une conservation de la dimension ancienne, traditionnelle. Ça ne fait pas du tout bling bling, construit, fait, refait. Et en fait, Souzdal, c'est une des plus anciennes villes de Russie. Cette année, en 2024, je suis venu pour ça, en fait, pour les cérémonies qui s'y tournent, elle fête ses 1000 ans. Mais en fait, on parle de la ville bien avant. Je crois qu'en 995, on parlait déjà de la ville. La ville était déjà connue. Et donc c'est une vieille ville. Et alors, en fait, Souzdal, c'est une des anciennes capitales de ce qu'on appelle l'Opolier. Alors l'Opolier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une zone traditionnelle, c'est une zone historique, c'est une zone naturelle, ancienne, de cette partie un petit peu du nord, du centre nord-ouest de l'actuelle Fédération de Russie. C'est une partie territoriale sur laquelle historiquement vivaient des populations souches finno-ougriennes. C'est toute cette grande Russie du Nord qui au début n'était pas slave. Elle n'était pas slave, elle était finno-ougrienne depuis très longtemps. Et sur ces grands territoires peuplés par ces populations finno-ougriennes, les Slaves sont peu à peu rentrés, se sont mélangés avec les populations locales, se sont fondus avec les populations locales. Il n'y a pas eu de conflit entre les Slaves et les Finno-Ougriens. Ils se sont mélangés et ça a créé cette fusion assez exceptionnelle, unique, qu'est la Russie de cette zone-là. C'est cette Russie du Nord. C'est une Russie slavo-finno-ougrienne en fait. Voilà. Novgorod, Souzdal, Pereslav, Veliki Novgorod, la Carélie, etc. Donc, voilà. Pourquoi je suis venu à Souzdal aujourd'hui ? Je suis venu à Souzdal parce que je voulais voir un petit peu la ville. Ça fait des années que mes amis russes me disent « Faut que tu ailles à Souzdal !» Et moi, je ne suis jamais allé voir Souzdal, donc je voulais aller voir Souzdal. Je suis allé à Souzdal pour me reposer, aussi 2 jours en famille. Et puis pour vous faire aussi une vidéo dans une petite ville russe, parce que beaucoup de gens m'ont demandé comment c'était une petite ville russe. Et je voulais vous montrer une petite ville russe qui soit une petite ville russe intéressante, authentique, culturelle. Et pas une ville russe qui soit une cité dortoir avec pas de traces en fait architecturales saines.
Voilà. Et puis aussi parce que... traverser. Aussi parce que je voulais vous montrer, vous parler d'une chose en fait. Il y a bientôt en Russie le 1er septembre. Le 1er septembre. Le 1er septembre, je vous ferai des photos, c'est la rentrée. Voilà, maison d'habitation. Maison traditionnelle. Hop. Le 1er septembre, c'est la rentrée. Alors, je vous parle de la rentrée, j'avais pas vu cette maison là, je vais vous la filmer. Voilà. Voilà. Décoré. Donc le 1er septembre, lundi, c'est la rentrée. La rentrée des classes, c'est un jour important en Russie. Les parents y vont, on appelle des fleurs, il y a une fête, il y a l'hymne russe. C'est un grand moment, la rentrée des classes. Et cette année, en fait, la rentrée des classes, pour nous, pour moi, elle va être à double... elle va être en fait à plusieurs niveaux assez importants. La première, c'est qu'évidemment, mes enfants rentrent à l'école et comme chaque année, je les accompagnerai. La deuxième, c'est qu'en fait, pour la première fois, on va accompagner la scolarisation de nos premières familles franco-françaises. On a déjà accompagné, en fait, des familles franco-russes, c'est-à-dire des familles franco-russes qui reviennent de France en Russie, mais on va dire que le challenge était bien moindre, puisque dans ces familles franco-russes, maman est russe, l'enfant parle russe, et donc en fait, on a un cas assez réussi d'une famille, par exemple, voilà, dont la maman a préparé l'année précédente, l'année qui a précédé le retour en Russie, qui a préparé l'enfant, qui l'a re-russifié, qui l'a mis au niveau à terme scolaire. C'est un enfant de 7-8 ans. Et l'intégration dans le système scolaire russe s'est bien passée. Il a pu le faire sans aucun problème. Ça s'est bien passé. Voilà. Et puis cette année, on a des familles franco-françaises. C'est-à-dire papa, maman français et 2 enfants français. Papa, maman pas russophone, les enfants pas russophones. Donc on a 2 schémas sur lesquels on accompagne ces familles. Le premier schéma, c'est pour des enfants qui sont déjà en fin de système scolaire, on va dire, qui vont passer le bac, etc. Pour eux, il y a 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est de terminer l'école, d'avoir le bac. Et le deuxième, c'est d'apprendre le russe. Parce que l'objectif de ces familles, c'est de faire des études supérieures russes en Russie à leurs enfants pas russophones. Donc pour intégrer un cursus d'éducation secondaire en Russie, il y a 3 choses. Il faut cursus complet, je veux dire. Il faut parler russe. Il faut souvent passer un examen. Et il faut avoir un diplôme de type bac. Ou alors un diplôme, faire une équivalence dans une université dans son pays d'origine et venir dupliquer ici. Mais c'est complexifié depuis 2 ans et demi parce qu'il y a des ruptures de protocole, il y a moins d'équivalence, etc. Donc globalement, là pour le cas de ces enfants lycéens, il y a 2 enjeux. Il y a progresser et continuer l'éducation pour aller au bout en fait de l'école. Et il y a aussi suffisamment se faire mettre à niveau en langue et sur le point de vue éducationnel pour pouvoir en fait intégrer les études supérieures. Alors qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce que nous on a proposé? Comment on accompagne ces familles dans cet enjeu vraiment compliqué qui est de pouvoir se scolariser? Il y a des familles qui ont décidé, et on leur a conseillé, d'aller au bout du système éducatif scolaire et donc français. C'est-à-dire qu'en fait là, qu'est-ce qu'elles vont faire ces familles? Eh bien, elles vont tout simplement mettre leurs enfants au lycée français. Elles vont mettre leurs enfants au lycée français. Ces enfants vont passer une première, une terminale et terminer le système français. Mais pendant ce temps, ces familles vont je vais vous montrer la mairie derrière. Ces familles vont ensuite russifier leurs enfants. Donc ça, ce serait une problématique. Vous voyez derrière moi, c'est la place centrale. Ça serait une problématique secondaire mais parallèle. Il faut continuer les études, faire sa seconde, faire sa première, faire sa terminale, vivre à Moscou et en parallèle de ça, étudier le russe, se russifier et après le bac, l'obtention du bac français à l'école française à Moscou,
eh bien, embrayer sur des études d'éducation post-bac en Russie. Et là, il y aura un concours d'entrée. Concours d'entrée qui sera un concours type de la fac russe ou de l'école russe. Et l'enfant devra donc préparer le concours. Ça, il peut le faire, préparer le concours. Et en même temps, il aura besoin d'avoir le niveau de russe suffisant. Donc là, c'est un gros challenge pour ces enfants. C'est-à-dire de continuer le système français, en parallèle de se russifier, d'apprendre le russe, de pouvoir continuer à assimiler en fait la matière nécessaire pour pouvoir passer le concours et après d'intégrer des études supérieures en Russie et en russe. Voilà, donc ça c'est un premier schéma, c'est une première trajectoire sur laquelle on va accompagner une famille. Et puis il y a une famille qui fait différemment. Eux, ils veulent que les enfants intègrent le système scolaire russe tout de suite. Alors il faut savoir que la Russie, c'est pas un pays du tiers-monde et que donc on ne scolarise pas des enfants qui n'ont pas le niveau parce que l'enfant qui n'a pas le niveau va ralentir la classe. Et qu'en Russie, c'est la communauté qui est importante et pas l'individu. Donc le système scolaire russe ne permet pas ça. Donc aujourd'hui, il y a de nouveaux problèmes depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants en Russie et il y a des familles de migrants, principalement des centrales, dans les familles dans lesquelles les enfants parlent mal russe. Donc en général, ce qui se passe, qui n'est pas très officiel, mais qui est vraiment officieux et réel, c'est que les enfants de ces migrants déclassés, point de vue maîtrise du russe, etc., ils sont concentrés dans des classes à part, des classes avec un niveau plus faible. Ok ? Bon, mais évidemment, vous êtes Bernard et Nathalie, vous n'avez pas envie que votre enfant français, il soit avec les enfants déclassés, des migrants pauvres d'Asie centrale, qui travaillent sur les chantiers en banlieue de Moscou. Donc ça ne va pas. Mais en même temps, dans le système public russe, les enfants ne parlant pas le russe, ne peuvent pas être pris. Alors derrière moi, vous voyez, ça c'est l'administration de la ville et la mairie. Voilà, un bâtiment, 2 bâtiments. Donc ces enfants ne peuvent pas être pris. Donc la seule solution, ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, c'est l'intégration de ces enfants dans le système scolaire privé. Et là, ce qu'on a fait, je vais vous montrer un petit peu la maison derrière moi. On est dans l'hypercentre. Hein. Voilà. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit en fait un partenariat avec une école privée assez réputée. Un partenariat qui consiste en la chose suivante, c'est que l'école a mis en place un module. Donc elle a construit une nouvelle classe pour les enfants de ces familles. Une classe, il y aura 2 premiers enfants. Une classe dans laquelle ces enfants, ils vont être russifiés. L'école a recruté un professeur francophone, bien sûr. Et la mission de ce professeur francophone, ça va être de faire une préparation et une mise à niveau des élèves français sur 2 dimensions. Une mise à niveau linguistique accélérée, ça va être très intense. Et la deuxième dimension, c'est une mise à niveau par rapport au système scolaire russe. Pourquoi ? Parce qu'en Russie, en fait, il y a une norme qui a été établie, une norme qui est fédérale et que chaque ville implémente. Alors, à Moscou, c'est le MCKO, donc c'est Moskovskoye Centralne Diagnostika Obrazovanie. Donc en gros, c'est une espèce de diagnostic de mise à niveau pour être sûr que l'élève... Da pas francuski. C'est une mise à niveau pour être sûr que l'élève, en fait, qui intègre une école, il ait le niveau. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça permet que si l'élève passe cette espèce d'évaluation, ce MCKO, et qu'il a en fait le niveau, il peut intégrer une classe et il ne pénalise pas la classe, il ne pénalise pas le niveau général de la classe. Voilà. Donc l'idée, c'est que dans cette première année, il faut les mettre à niveau en langue russe et les mettre à niveau au niveau du cursus de matière du système scolaire russe pour qu'ils puissent après intégrer des classes russes traditionnelles dans une école privée ou une école publique, peu importe. S'ils veulent rester dans cette école privée, eh bien cette école privée va les mettre à niveau, leur fera passer
l'évaluation et les gardera jusqu'à la fin d'école. Sinon, ils ont acquis ce niveau suffisant. Ils vont demander à intégrer le système public, mais le système public va vouloir les évaluer et leur feront passer le NCKO, mais ils sont censés être à niveau et pouvoir l'avoir. Voilà, donc c'est un pari assez ambitieux de la part de la famille, de la part de l'école et de la part de nous, mais on travaille ensemble là-dessus parce qu'on veut que ça réussisse et ça va réussir. C'est les premières familles franco-françaises qui arrivent avec des enfants par le biais de la repatriation et qui sont accompagnés par nous, par moi et mes équipes donc, pour permettre la scolarisation des enfants et l'intégration dans le système scolaire russe. Voilà. C'est un gros challenge parce que ça va être méga dense. Ça va être méga dense pour les parents, intégration. Ça va être méga dense pour les enfants, intégration. Au début, il n'y aura pas une scolarisation complète dans la classe traditionnelle, il y aura une classe à part. Et puis par petits bouts, comme ça, elles vont commencer à participer, au bout d'un certain moment, à des matières, à des classes classiques. Vous allez voir l'église dans le centre, magnifique. Et l'idée, c'est qu'à terme, ces gens passent le bac russe et fassent des études en Russie. Voilà. Magnifique, petite église dans le centre, comme ça. Beau, hein? Voilà, donc l'idée principale, là, c'est que il y a une mise à niveau. Il faut aussi savoir, ça c'est important, que le bac en Russie, sur la 11e classe, ça s'appelle le YEGE. Voilà. Le YEGE, c'est 4 matières. 2 matières imposées, maths et langue russe, et 2 matières au choix parmi le pool de matières disponibles. Et les courageux peuvent ajouter encore 2 matières optionnelles où ils sont forts pour avoir un cumul de points. Chaque matière est notée sur 100 points. Et le but, c'est d'avoir un cumul de points maximal et de se rapprocher des 400 ou des 600 points. Mais les balles, ce qu'on appelle. Parce que pour intégrer certaines facs, universités, il ne faut pas avoir moins 2 dans telle matière ou moins 2 dans une autre matière. Ou moins 2 en général. Voilà. Voilà. Et ce que nous, on a, par exemple, en France, qui s'appelle le bac blanc, qu'on fait à la fin de la 3e, les Russes l'ont à la fin de la seconde, donc c'est à la fin de la 9e classe, et ça s'appelle le OGE. Et le OGE, en fait, c'est très important comme examen, parce que le OGE, c'est le diplôme nécessaire, le premier diplôme qui, en fait, valide un cursus, je monte d'ailleurs, qui valide un cursus d'enseignement. Théoriquement, après le OGE, à la fin de la première, l'équivalent de la première, à la fin de la seconde, pardon, l'équivalent de la seconde française, on peut arrêter l'école. Les enfants ont le droit d'arrêter l'éducation, partir travailler. Donc le OGE, il est difficile. Et donc quand vous avez une enfant qui rentre en 3e dans une école, dans une classe russe, il faut qu'en plus de se faire mettre à niveau au niveau linguistique, au niveau mise à niveau du système scolaire russe, donc c'est quand même différent, le niveau en maths n'est pas le même, hein, je précise. Donc en plus de se faire mettre à niveau, il faut qu'elle se prépare à passer un examen qui est l'équivalent d'un bac au niveau de la difficulté, mais qu'on passe à la fin de la seconde. Je ne sais pas si vous voyez tous les oiseaux qui sont en train de passer au-dessus de moi. Voilà. Étonnant, hein? Voilà, Souzdal, magique. Voilà, donc il y a vraiment une espèce de dimension. Là, il y a un parcours du combattant. Pourquoi les gens décident de mettre des enfants de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans dans des écoles russes? Parce que le niveau est bon. Je répète que la Russie, c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde par habitant. Hein. Ils en produisent 2 fois plus que l'Amérique avec une population 2,5 fois moindre. Et que donc, le niveau général et global est très élevé. Et par conséquent, je vous filme ça, c'est un truc de... Regardez les oiseaux, je ne sais pas si vous les voyez. Là, au-dessus du Kremlin, c'est visible j'espère, hein, moi je suis en contre-jour. Voilà, donc l'idée là, c'est... Ils sont cool les gens ici. L'idée c'est vraiment là de permettre à ces enfants de réussir des programmes scolaires, de s'intégrer dans le système scolaire russe et après de faire des études supérieures russes en russe. Donc en clair, c'est une totale russification. Totale russification.
Pourquoi les gens ils font ça? Ben parce que on a beaucoup de demandes de famille. Ça, c'est les premières qui sont passées à l'action pour la rentrée du 1er septembre 2024. 2025, on va sans doute avoir 6, 7, 8 familles. Les gens ne veulent pas que leurs enfants, de plus en plus de gens ne veulent pas que leurs enfants, en fait, soient dans le système scolaire français à cause du sociétal. Ils n'ont pas confiance parce que le niveau est bas, que ça baisse, que tout baisse, donc l'école aussi. Et les gens, ils cherchent des voies de sortie et ils veulent que leurs enfants vivent dans un endroit, un écosystème économique où globalement, il y a un minimum d'avenir. Et ils voient la Russie comme un pays traditionnel, conservateur, comme un pays solide, comme un pays tenu, comme un pays d'avenir. Je vais passer d'un groupe de touristes. Voilà, c'est un groupe de touristes français, russes. Je passe en français au milieu. Et voilà, donc il n'y a pas de touristes français, on est les seuls. J'ai appris que 2 Français habitent Souzdal, je les contacterai. Il y a un musicien et un retraité. Mais voilà, donc je vais terminer la vidéo en montant sur le point haut pour vous faire un panorama. Voilà, et là vous pouvez voir derrière moi la grande mode. Ici, c'est de se balader en calèche. Voilà, donc sur la route, on trouve beaucoup de... Voilà. On trouve des... On peut se balader comme ça, je le ferai tout à l'heure. Les gens, ils sont de plus en plus inquiets avec ce qui se passe. Les gens qui me contactent, ils ont de plus en plus de doutes. Ils ont raison, des doutes. Et ils ont de plus en plus de craintes. Et à mon avis, ils ont raison d'avoir des craintes. Donc, je suis désolé, je regarde où je marche. Je vais vous filmer l'eau, ce sera plus joli. Voilà, donc ils veulent venir en Russie. Ils veulent venir voir la Russie. Ils ont raison de venir tenter la carte russe pour sauver leurs enfants. La Russie, pays traditionnel, pays d'église, pays identitaire, pays multiconfessionnel, pays apaisé. C'est très important. Apaisé. Ici, il n'y a pas de tension entre les musulmans et les chrétiens. Il y a une unité nationale. C'est le peuple multinational, c'est une fédération. Il y a Souzdal, ville orthodoxe. Il y a Kazan, ville slavo-tatar, orthodoxo-musulmane. Il y a Grozny, ville 100% musulmane. Il y a tout. Et ici, chacun peut trouver sa place, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça, de Souzdal, des courageuses familles franco-françaises, dont on reparlera, puisque je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, du module qu'on a créé avec cette école qui nous fait confiance et qui prend le risque, courageux. Ils veulent que ça marche. Ils ont eu des expériences avec des enfants turcs, coréens, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas avec les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens. La question, c'est vraiment la question du courage et d'être prêt à déménager en Russie. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Je vous raconterai l'histoire incroyable de cette famille franco-française. Je vous tiendrai au courant, on en reparlera. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.